Florence Aubenas, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution du livre En France, paru aux éditions de l'Olivier. Ce sont en fait les chroniques publiées dans Le Monde de 2012 à 2014. Une précision peut-être tout de suite, ce n'est pas qu'un simple empilement d'articles. Ce livre a une ligne éditoriale, c'est une cartographie sociopolitique de la France, dites-vous. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai mis dans ce livre des articles particuliers. C'est-à-dire que c'est vrai que comme tous les journalistes, le matin, quand on écoute la radio, quand on voit les infos, il y a toujours une énorme nouvelle qui écrase les autres. Et c'est vrai que dans la presse, c'est celle-là qu'on traite en priorité et c'est normal. Et donc il y a le tigre de Seine-et-Marne, il y a le tremblement de terre d'Haïti, il y a les bombes qui éclatent en Syrie. Et malheureusement, très souvent, cette information-là, prépondérante, écrase les autres. C'est-à-dire que à côté, les informations considérées comme plus petites n'existent plus. Mais alors, en revanche, les gens continuent à nous appeler en nous disant moi, dans mon village, il s'est passé telle chose, moi, la fromagerie va fermer, ici, personne ne va être maire. Et donc, on note moi, enfin, en tout cas, je note le nom, je me dis super, c'est très intéressant, etc. Je colle les post-it sur mon écran et je me dis c'est bon, je les appelle demain. Et évidemment, le lendemain, il y a un autre tigre, une autre bombe, un autre tremblement de terre. Et finalement, on ne les appelle jamais. Et tous les articles qui sont dans ce livre sont ceux que volontairement j'ai mis en haut de la pile. C'est des articles qui normalement auraient dû être écrasés par les informations principales. Et j'ai dit non, cette fois, j'inverse l'ordre des dossiers et c'est cela que je vais faire. Voilà ce qu'ils ont en commun. Vous écrivez également que le centre de gravité de la France, c'est tout sauf Paris. C'est vrai, c'est tout sauf Paris et c'est ça qui m'a amusé quand j'ai fait ce livre, c'est que la plupart des gens qui l'ont entre les mains disent « Ah, c'est intéressant votre livre sur la France », alors 3 petits points, la France invisible, la France d'en bas, la France profonde, la France périphérique. Et je pense que si on l'appelait en France, c'est parce que pour nous, c'est la France elle-même, j'allais dire. C'est vrai que le point de gravité, c'est ça. Et Paris, les médias dont je fais partie, bien sûr, les politiques, c'est ça la périphérie. Et voilà, donc c'était la France invisible à nos yeux, mais très visible par les yeux des autres. Alors on rencontre beaucoup de Français à travers cet ouvrage, des hommes, des femmes, la jeunesse française également. Il y a ceux qui veulent montrer le mécontentement sans faire de casse, je cite, et il y a ceux qui n'ont, je cite toujours, pas confiance à l'idée d'aller manifester, comme cet homme qui est sûr que sa révolte, on voudrait lui piquer. Qu'est-ce que peuvent faire ces gens alors ? C'est-à-dire qu'en France, c'est vrai qu'on est assez fort en cahier des doléances. C'est-à-dire, ça date pas d'hier, c'est vous dire, c'est cette tradition de la Révolution française où on dit, voilà, on proteste, on l'écrit dans un livre, etc. Mais ça ne veut pas dire jeter ce livre dans un puits. Et c'était exactement l'inverse, le cahier des doléances. C'était quelque chose qui allait servir de levier et qui allait servir de protestation, presque de programme. Voilà ce qui a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont tout à fait dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire, voilà, ça ne marche pas, ça va pas. Pendant longtemps, ils ont demandé à quelqu'un d'en haut, à Paris, à un conseil régional, à un élu même proche de chez eux, de faire en sorte que ça change. Et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas forcément. Et de plus en plus, je me rends compte que les gens prennent en main les choses. Par exemple, dans le livre, je parle d'une biscuiterie, la biscuiterie Jeannette, c'est pas loin d'ici, c'est à Caen. Et c'est vrai qu'il y a 40 femmes qui travaillent. Elles sont allées manifester un peu partout, elles sont allées à la préfecture, à la mairie, rien n'a bougé. En fait, qu'est-ce qui a fait que la biscuiterie risque de redémarrer aujourd'hui, enfin a des chances de redémarrer aujourd'hui? C'est le fait que les gens eux-mêmes se sont cotisés sur Internet. Et de plus en plus souvent, on voit ce genre d'initiative en fait. Qu'est-ce qui vous motive au-delà du métier, du travail, vous-même, personnellement, pour aller faire ce genre de démarche, ce genre de déplacement, tout comme vous aviez été motivé d'ailleurs pour le quai de Ouistreham? Je serais incapable de vous le dire, mais c'est pour moi irrésistible. C'est-à-dire que quand on me dit, voilà, il se passe telle chose, des événements qui, parfois, je m'en rends compte, parce que quand je propose le sujet, par exemple, à un rédacteur en chef, etc., je vois bien dans ses yeux qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Qu'est-ce que c'est que cet événement minuscule qu'elle se propose encore de traiter? Et il y a une espèce de perplexité chaque fois que je propose un sujet de ce genre. Et pour moi, c'est vraiment, on touche au cœur des choses. C'est-à-dire que la mondialisation, pour moi, elle a un sens quand on la prend à l'échelle d'une petite fromagerie des 2 chèvres qui soudain passe d'une coopérative à une multinationale. Et pour moi, les vrais changements, c'est quand ils sont incarnés qu'on les voit. Et
c'est inappréciable. C'est-à-dire que quand on me dit voilà, il se passe une chose, voilà, personne ne se présente dans ce village, aucun candidat, personne ne veut être maire, un train part demain à 6h17, pour moi je ne vois qu'une seule solution, prendre le train de 6h17. Quel regard posez-vous sur votre métier de journaliste? Est-ce que c'est un métier qui finalement est à réinventer? Ça c'est sûr que c'est à réinventer, ça c'est sûr. Je pense qu'on en est souvent resté, vous savez, pendant longtemps les historiens ont traité l'histoire comme le récit des faits, gestes et faits d'armes des puissants, des rois, des reines, c'était ça dont on parlait, et finalement tous les autres, les citoyens, n'étaient que des figurants dans ces films où les très grands avaient le premier et seul rôle. Et de plus en plus, en tout cas au tournant des années 1950, il y a une école historique qui a commencé à dire voilà, eh bien maintenant c'est terminé, il faut aussi, l'histoire est aussi faite par les gens dans la rue, les infirmières, les prostituées, les institutrices, les enfants, enfin tout le monde. L'histoire c'est la nôtre, et raconter l'histoire c'est raconter la vie de chacun à sa place. Et je pense que les journalistes ont oublié ça, c'est-à-dire qu'on continue à rendre compte des événements dès lors qu'ils touchent les rois, les reines et les puissants. Et qu'on oublie la vie des petites gens qui font l'actualité et qui, eux, se sentent très souvent exclus des journaux télévisés, des journaux papier et de tout ça. Et je pense que c'est une grave erreur qu'on fait. L'actualité, c'est eux aussi. Florence Somnas, pour terminer cet entretien, je voulais vous demander si vous aviez un livre ou un auteur à conseiller à ceux qui nous écoutent. J'en ai plein. Alors, mais lequel je peux vous conseiller? Bon, j'ai commencé par un que j'adore, et je mets celui-là en haut de la pile, encore une fois, parce que c'est un livre assez peu connu, et donc, mais alors vraiment, c'est un livre fantastique, ça s'appelle L'affaire Mauritius, et c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Jacob Wasserman. Et c'est écrit au tournant des années 30, 1930, en Allemagne. Et alors, l'histoire, je vous l'ai dit en 2 mots, il s'agit d'un procureur de la République en Allemagne, et qui a condamné quelqu'un d'avoir commis un crime, pour avoir commis un crime. Et donc il l'a poursuivi, condamné, son réquisitoire a été très brutal, très cruel, et a envoyé l'autre en prison pour des années. Et en fait, son fils, en révolte adolescente contre ce père qui est très carré, très rigide, décide de reprendre cette enquête et de prouver que la personne que son père a envoyée en prison est innocente. Et donc c'est cette enquête comme un périple initiatique de ce fils contre le père, et bien sûr l'écriture de toute cette affaire judiciaire, l'affaire Mauritius, où finalement, je ne vous dis pas la suite parce que c'est quelque chose de passionnant à lire, où on suit l'enquête de ce fils sur les traces du père, qui est fait comme une revanche assez brutale, comme peuvent l'être les adolescents, et l'histoire de ce type qu'on retrouve dans une prison 30 ans après sa condamnation. Va-t-il sortir ou pas? Que va-t-il advenir? Alors l'histoire étrange de ce livre, c'est que l'auteur en a écrit un second après, beaucoup plus court. L'affaire Mauritius, c'est un pavé, hein, mais ça vaut le coup, vous allez voir, ça passe comme rien. Et le volume suivant est tout petit, et ça reprend l'histoire de ce fils, qui est donc présenté comme un chevalier blanc. On l'adore dans le premier livre. Et dans le deuxième livre, il a un destin très étonnant dans l'Allemagne des années 30. Je ne vous en dis pas plus parce que là encore, c'est tellement surprenant que je ne voudrais pas le dévoiler. Et toute cette histoire est vraiment, pour moi, un livre que je garde sur ma table de chevet précieusement. Merci Florence Somnas.